Mesdames, Messieurs, bonjour. Le reportage que nous allons voir aujourd'hui raconte une histoire à la fois simple et terrible. L'histoire, c'est celle d'une plante d'apparence anodine, mais qui est devenue ces dernières années l'enjeu d'une guerre mondiale, la guerre contre la drogue et les narcotiques. Cette plante, c'est la coca. Elle pousse en Amérique du Sud, notamment dans les montagnes de Bolivie. Elle est connue et cultivée depuis la nuit des temps. Les paysans la respectent, la vénèrent même, car elle représente pour eux le don de la terre-mère, la Pachamama. La coca, en fait, est au centre de tous les gestes de la vie quotidienne. C'est une plante sacrée, elle a aussi des vertus médicinales et nutritives. Mais voilà, la coca s'est muée en cocaïne et la plante nourricière est devenue aujourd'hui assassine. Les paysans boliviens sont désormais les victimes de cette guerre contre les narcotrafiquants. Ils ne comprennent pas, eux, pourquoi on leur demande d'arracher leurs champs de coca pour d'aléatoires cultures de substitution. La cocaïne, ça n'est pas leur histoire. C'est le désarroi de ces paysans des montagnes de Bolivie que nous racontent dans ce reportage Marie-Monique Robin, Gonzalo Ariron et Michel Courbon. Bengal Binto, une communauté d'Indiens Aymara au fin fond de l'altiplano bolivien. Les Indiens Aymara n'ont pas oublié leurs origines incas. Chaque année, le 2 février, est célébrée Capach Raime, la fête de l'abondance. Elle coïncide avec la fête de la Chandeleur depuis la conquête espagnole. Cara, ficha kas sauti lukolai da kala hanya kanya tu tuanya tadi nanti. Ah begitu. Kucing yang kecil kus sudah. Ku begitu saja yang kecil dia. Sekali warna. Kali fiesta lagi. Kali. Ukut habis tadi betul. Habis tadi. Habis tadi. Patak curang sebi ukni di sebi nulis. Mire. Para trabajar. Estoy pisteando coca. Oh. Tatang as mama semua semua aku jadi. Amal agar aku kumpul. Tatanya bani bisik. Han kukan umat trawas mat. No. Han no puede trabajar. Mira sangre. Un deseo un tas este grande. Ah. Pai Pachamama. Awar Pachamama. Awar Pachamama. Pachamama kona registe. Kona registe na irul tim si goya kha washu. Irul tim irul sende. Uka nchisa. Qoya na washu irul awal. La feuille sacrée des Incas ne pousse pas dans cette région froide de l'altiplano. Pourtant, elle est présente dans tous les actes de la vie. Et sans la mama coca, la fête de l'abondance n'aurait aucun sens.
Mais avant de faire la fête, il faut se préparer intérieurement. Une à une, les 80 familles de la communauté se recueillent dans la maison de Martha. C'est elle qui est chargée cette année d'organiser les festivités. Pachamama más estamos sellando. Para en costumbre es siempre hallar, ¿no? Es así siempre. ¿Y por qué? ¿O para qué? Igual también estamos pisteando para la Virgencita de la Candelaria. Que hay una Virgencita. Pero no me da chiste, Les rites de préparation durent jusqu'à minuit. Le temps de retrouver le contact avec la mère terre, la Pachamama. Con la coca estamos haciendo un respeto a todos los vecinos. Entonces la coca une. Exactamente. Sí. ¿Y cuando hay un conflicto con un vecino, sirve también la coca? Así nos damos, así. Primerito adoramos así. Sirvete este coqueta y mañana este trabajito nos haremos. Cualquier trabajo que tenemos, ¿no? Siempre para eso nos sirve la coca. À Bengal Binto, il n'y a pas de prêtre catholique. Alors on s'arrange. La prière est célébrée par l'homme le plus respecté du village, le Yatiri. Selon la coutume indienne, il est le chef spirituel de la communauté. Après 8 heures de bus, Oruro, l'une des villes minières les plus anciennes de Bolivie. Ici, on extrait de l'argent et de l'étain. Gilberto a 35 ans, il est mineur depuis 12 ans. Il travaille le dimanche pour arrondir ses fins de mois.
Il y a quelques années, le site employait 2000 mineurs. Aujourd'hui, il en reste 600. Tous travaillent un minimum de 48 heures par semaine pour un salaire mensuel d'environ 500 francs. Et tous les matins, c'est le même rituel. Avant de commencer le travail, il faut rendre hommage au Tio, le patron des mineurs. Littéralement, l'oncle. Dieu des ténèbres, il est aussi le protecteur de la mine. Comme pour nous, la coca est sacrée, on doit toujours la recevoir avec les deux mains. Ça fait des millénaires que nous la respectons, depuis les Incas. Le Tio est le propriétaire de toutes les richesses du sous-sol, de l'étain et de l'argent. Étant donné qu'on lui enlève quelque chose, on doit lui donner autre chose en échange. On lui offre de la coca, du tabac, des sucreries. Le peuple bolivien est contre l'élimination de la coca. La DEA, le service anti-stup américain, est déjà intervenu dans notre pays pour faire arracher la coca. Ils disent qu'ils ont des solutions de rechange. Mais le peuple qui consomme la coca comme ça, en feuilles, n'est pas en train de consommer de la cocaïne. C'est comme si on disait que celui qui mâche la canne à sucre consomme de l'alcool. Ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas responsables du fait qu'on fasse de la cocaïne avec les feuilles de coca. Nous ne faisons que produire et consommer les feuilles. Auparavant, nous ne connaissions pas la cocaïne. C'est eux qui sont arrivés et qui l'ont fabriquée. Chaque mineur consomme 1 livre de coca tous les 2 jours. Riche en vitamines, en calcium et en phosphore, la coca sert de complément alimentaire selon les études d'une université américaine. Ici, dans la mine, on mâche la coca pour lutter contre la fatigue, la soif et la poussière, car elle joue le rôle de filtre en empêchant que la poussière pénètre dans les poumons. Et vous pourriez travailler sans coca? On pourrait, oui, mais je peux vous donner des tas d'exemples de gens qui ne mâchaient pas et qui sont morts de ce qu'on appelle le mal des mines, à cause de l'absorption de la poussière de silice. En revanche, grâce à la coca, il y a beaucoup de vieux qui continuent à travailler. Luisa est la mère de Gilberto. Son mari était mineur. Elle mâche la coca, bien sûr, mais elle en fait aussi des infusions, le maté de coca. Selon les scientifiques, la feuille des Incas a de multiples vertus médicinales. Sirve para las fracturas del hueso, entonces lo pone la coca, digamos, entonces lo pone como cataplasma, un papel, puede ser una tela, entonces se lo amasa fuerte y se lo envuelve y lo absorbe, entonces y empieza ya a sanar el hueso. Me sirve para todo la coca, me sirve para que me cure de la muela, me da fuerza para trabajar, una cosa siempre utilizo la coca. Yo la he utilizado desde mis 22 años. Mi esposo ha fallecido, no tenía que comer, yo vivía un poco más allá. Tenía así de la empresa mismo, he sembrado papa, me sembré siempre con mi coca, con mis ojos menudos, no podía hacer nada. Nadie me quería dar ni trabajo. No sabía qué cosa hacer, todo era mi coca. Conseguía comida para mis ojos nomás, no podía hacer nada, ni quien tenía mis padres lejos, nadie me daba nada. Por eso el enfermedad también la verdad tanto sabía sufrir como si todo era mi coca, por eso yo no quiero que se pierda esta coquita. ¿Con qué plata me voy a comprar si va a subir también, señora?
No, claro, el sufrir esta coca además sabe todo y por eso no voy ni a la iglesia también. ¿Y por qué no va usted a la iglesia? No voy porque me dicen que bote la coca. ¿Quién dice eso? Es los hermanos, pues. Los ¿Quién? hermanos, los mormones dicen, no, tienes que botar la coca, Dios no te va a aceptar. Avec le salaire de son fils, Luisa fait vivre une famille de 9 personnes. Plus du tiers de son budget mensuel est dépensé pour la coca. En Bolivie, la vente de coca est tout à fait légale à condition d'avoir une licence. Les prix varient beaucoup? Beaucoup, oui. Il y a 3 qualités en fait. Les paysans, ils achètent presque toujours la moins chère. Merci. La première qualité, bien sûr, est un peu plus chère, mais c'est celle que tout le monde veut. En route pour Las Yungas, l'une des principales zones de production de coca du pays. Dans cette région difficile d'accès, n'entre pas qui veut. Chaque année, la Bolivie produit 80 000 tonnes de coca. 20 000 tonnes servent à la consommation traditionnelle, le reste disparaît mystérieusement. Dans le village de Chimasí, c'est la guerre. Depuis qu'en 86, les Nations Unies ont lancé un programme de substitution de la coca par le café, baptisé Agroyungas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pousser d'autre sur cette terre que de la coca? Rien, car c'est une terre pauvre, fatiguée. Nous avons grandi avec la coca, elle est notre banque. Et maintenant les États-Unis veulent arracher notre coca? Avec quoi on va vivre, dites-nous? Avec quoi? Au moins la coca, elle vaut 50 pesos les 30 livres. Ça nous permet de vivre. Le café se récolte une seule fois par an. La coca, par contre, 4 fois. Il n'est pas question d'arracher notre coca. Nous ne voulons pas qu'elle disparaisse. Ce projet Agroyungas, qu'il s'en aille. C'est le gouvernement qui l'a fait venir, qu'il le fasse partir. Nous sommes des paysans, nous grattons la terre depuis des années et des années. Nous n'avons jamais demandé l'aumône. Pourquoi nous offre-t-il des aliments et des tas de choses? Avec ça, il trompe les gens. Par nécessité, certains vont jusqu'à se trahir. Nous sommes brouillés entre nous. Nous devons lutter jusqu'à la fin. Pourquoi le gouvernement dit-il que nous, les paysans, nous sommes des narcotrafiquants et des choses comme ça? C'est du moins ce que dit la radio. Non, ce n'est pas le gouvernement qui dit ça. Ce sont les États-Unis qui disent que la coca, c'est de la drogue. Ça ne vous gêne pas que votre plante sacrée serve à faire de la drogue? Bien sûr que ça nous fait mal. La coca nous permet de vivre. Comment ose-t-il diffamer notre coca qui est plantée depuis toujours par nos ancêtres, depuis l'époque de l'empereur Atahualpa? Nous ne connaissons pas la cocaïne. Comment vous l'imaginez, la cocaïne? Nous n'imaginons rien, rien du tout. C'est pour ça que quand on entend à la radio des choses pareilles, on a envie de pleurer. Ça nous fait vraiment mal qu'on traite ainsi notre coca.
Ces paysans ont signé le programme de substitution. On les a payés pour arracher leur coca, mais ils se sont endettés pour acheter les plants de café. Avec la crise du café, c'est l'impasse. Oui, là, il est très irrégulier, ce café. Si le café ne marche pas, on sera obligé de revenir à la coca. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le marché. Oui, une fois qu'on aura récolté, personne ne voudra de notre café. Nous avons attendu, nous avons tenu nos engagements, mais pas eux. Ils nous ont promis des tas de choses, des locaux pour la coopérative, un centre de réunion pour les jeunes et les mères. Ils ne l'ont pas fait. Elle est triste, notre situation à la campagne. Oui, notre situation est bien triste. Oui, triste. Depuis qu'on s'est engagé dans le projet, on se sent méprisé, déshonoré. Maluja, elle, ne veut pas entendre parler d'Agroyungas. Son seul revenu, c'est la coca. Nous vendons aux intermédiaires. Ils viennent tous les jeudis après-midi. Nous ne faisons que récolter et vendre à l'intermédiaire. Lui transporte tout à la capitale et après nous ne savons plus rien. En face de chez Maluja, un château. Il appartenait à Emilio Carbone, un narcotrafiquant actuellement en cavale. Ami de Klaus Barbie, l'Italien est aussi accusé d'activités paramilitaires. Aujourd'hui, la Confédération paysanne de Bolivie a confisqué sa maison. Créée en 1979, la Confédération compte 3 millions d'adhérents. En 1986, elle signe un accord avec le gouvernement prévoyant l'élimination de la coca en échange d'un plan de développement agricole. 4 ans plus tard, 3000 hectares ont été arrachés, mais le développement n'a pas suivi. Nous savons qu'aux États-Unis, la société est très touchée et abîmée par la drogue. Il y a une forte pression pour la combattre. D'autre part, nous ne pouvons pas oublier le fait que l'économie des États-Unis est soutenue par le narcodollar. Alors on sait que c'est un mal, mais l'enjeu est essentiellement économique et politique. Nous les paysans, nous venons de comprendre qu'il fallait traiter le problème de cette manière. L'enjeu n'est pas seulement ancestral ou culturel, mais aussi politique et économique. C'est le système qui est responsable de tout ça, les gouvernements et surtout les États-Unis, qui se disent les premiers intéressés par la question et qui ne font strictement rien, à part des promesses du genre « je vais vous aider, ne vous inquiétez pas » et puis plus rien. Mais s'ils voulaient vraiment nous aider, ils développeraient l'altiplano en construisant par exemple des usines pour que les chômeurs ne viennent pas ici planter la coca. Mais il n'y a eu aucune planification en ce sens. Alors pour nous, plus question de substitution ou de reconversion agricole et encore moins de suppression de la coca. Nous avons été souples, mais cela n'a servi à rien. Retour à l'altiplano. Pacho a 18 ans, il veut partir pour chercher du travail, peut-être dans les zones de coca. Mais avant, il doit consulter le Yatiri, car son avenir est dans les feuilles de coca. Buenas tardes, tío. Buenas tardes, tío. Visítame. Vale, quite. Me molestando por nada. Coca ya no está vital. Trabajo está aquí con trabajo en Sarrasto, trabajo aquí en la taza y monta. Ya. ¿Cuál es el hospital, tío? A ver, ocultamos ya. Ya, gracias. ¿Está bien o más ahí? ¿Trabaja rapto si querés? Sí.
Está bien nomás. Saya terus waktu ani. Iya. Balik sini gua baca. Kau harap sazinda. Iya. Ahorita después, Alman agar oración haciendo, entonces va a resultar bien nada más. Ya, gracias, tío. ¿Ves? Estas son las hojas lo que avisa. Bien vas a viajar al trabajo, después contento vas a venir. Voilà, dans 15 jours, nous retrouverons d'ailleurs nos reporters en Amérique du Sud, dans un autre pays, l'Équateur, où ils ont découvert une vallée où l'on vit très très vieux, la vallée des centenaires. C'est une belle histoire, on en reparlera la semaine prochaine. Avant de nous séparer, j'aimerais vous présenter ce livre qui vient de paraître chez Glénat, L'école du parc des Écrins. Il est l'œuvre de Jean-Pierre Nicollet, qui est chef du secteur Oisan au parc des Écrins. C'est donc un homme qui sait ce dont il parle. Jean-Pierre Nicollet nous décrit plus de 70 itinéraires menant vers des cols, avec en marge toute l'histoire de la faune et de la flore du parc des Écrins. C'est un livre écrit avec précision et naturellement beaucoup de talent. L'école du parc des Écrins par Jean-Pierre Nicollet chez Glénat. La semaine prochaine, nous ferons un autre détour tout à fait merveilleux dans un pays superbe, le Japon. Et François Dom et Jean-Pierre Rivet nous montreront comment au Japon on skie. Je vous assure, ça n'est pas triste du tout, ça mérite vraiment le détour. Dimanche prochain, nous retrouverons notre horaire habituel, 17h30. Au revoir et merci.